Bienvenue dans cette vidéo spéciale Halloween. J'ai les crocs ce soir, ce qui fait que ma diction n'est peut-être pas optimale. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur les vampires. Au passage, regardez ce magnifique calice vampire de chez Terre Citrouille, je vous mets son Instagram en barre d'infos, je ne suis pas sponsorisée, je trouve juste que cette créatrice fait des choses extraordinaires. J'ai, durant tout ce mois d'octobre, lu des récits vampiriques. Je vais vous en présenter 8 aujourd'hui, par ordre croissant de plaisir de lecture. Il y a des choses très récentes, très récentes, il y a des choses un peu plus lointaines, mais il n'empêche que ce sont 8 récits assez novateurs et qui traitent de choses assez différentes et dont je n'ai pas parlé lors de ma dernière vidéo spéciale vampire il y a quelques années que vous pouvez retrouver ici. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter, surtout pour l'algorithme. Et vous pouvez aussi me soutenir via Patreon en vous abonnant tous les mois à l'abonnement Perle pour environ 7 € par mois. Et vous pouvez résilier votre abonnement à tout moment. Si vous le souhaitez et pouvez me soutenir via un petit tips, un petit pourboire sur Ko-fi, vous le pouvez également. Eh bien, commençons par le dernier livre de cette catégorie qui est Les Encens de Maureen Desmailles, publié chez Slalom. Chaque moment, chaque émotion de la vie de Charlie sont marquées par une odeur. Pour faire de ce don son métier, elle a intégré le prestigieux Institut international de parfumerie à Paris. Quand ses parents lui coupent les vivres, elle craint de devoir y renoncer, mais son talent attire l'attention d'un professeur. Charismatique, brillant, exigeant, Laszlo de la Fosse va offrir de lui financer ses études en échange de son aide dans l'élaboration des parfums singuliers, les encens. Avec jeu de mots. Ce que Charlie ignore, c'est que Laszlo est moins attiré par son odorat que par son sang. Alors, entre le résumé et la couverture, j'étais conquise, puisque si vous ne le savez pas, j'ai une passion pour les parfums, une passion assez dévorante. Donc, mélanger les vampires et les parfums, je trouvais le concept extraordinaire. Et malheureusement, ça ne l'a pas fait du tout avec moi. Ce livre est une de mes plus grosses déceptions de cette année. Mais je pense que je ne suis pas le public cible. On suit donc Charlie au début du roman, qui est une jeune femme homosexuelle, qui va annoncer à ses parents son homosexualité, et malheureusement ses parents lui coupent les vivres et sa copine la quitte. Elle se retrouve donc seule à Paris, à devoir financer une école privée de parfumerie hors de prix, et c'est ainsi qu'un de ses professeurs, puisqu'elle est en 3e année je crois, ou déjà en master, qui l'avait repéré parce qu'elle a analysé déjà ses parfums à lui qui sont très particuliers, lui dit que en échange de sa visite dans son manoir, il va lui payer son école. Et lorsqu'elle visite son manoir, elle comprend très vite qu'il est un vampire et qu'il a besoin de son sang parce que Charlie a un don particulier, elle est un nez absolu. Comme les gens qui ont l'oreille absolue en musique, Charlie a le nez absolu, elle peut reconnaître toutes les odeurs du monde. Et les vampires dans cet univers perdent au fur et à mesure de leur très longue vie leurs émotions, leurs souvenirs, leur humanité. Ils ont besoin donc non pas du sang humain véritablement, mais des odeurs qui sont présentes dans le sang humain parce que ça capte des émotions. Un peu comme le truc de Madeleine de Proust, tout ça. Le concept à nouveau est génial, mais malheureusement pour moi c'est servi par une plume qui n'est pas du tout au rendez-vous et à la hauteur des récits vampiriques que j'aime et que j'apprécie. C'est-à-dire que je pense que pour un public young adult qui n'est pas familiarisé avec les grands récits de vampires, ça va le faire et ça va passer parce que c'est un récit très prenant. Ça c'est encore un défaut que moi personnellement j'y ai trouvé, c'est qu'il se passe beaucoup trop de choses. Ça passe très vite et on n'a pas le temps de s'attacher forcément ni au personnage, ni à l'ambiance, ni au lieu. Enfin voilà, là ce que je vous ai résumé, ça se passe dans les 50 premières pages peut-être. Et donc j'ai trouvé que malheureusement, pour moi, ça allait trop vite. Et au niveau de la langue, on n'a pas une langue soutenue. On a une langue très banale, très quotidienne. On a des ta gueule et on a des merdes qui traînent. Et bon, vous me connaissez. Voilà, malheureusement, je suis réac sur certaines choses et je suis réac sur la langue dans les récits vampiriques. Et pour moi, donc, c'est pour ça que ce récit, ça l'a pas fait avec moi. Mais je pense qu'il peut trouver son public. Et en tout cas, si quelqu'un qui me regarde ici a envie d'écrire des nouvelles vampiriques parfumées ou des romans vampiriques avec le parfum et qui a envie d'écrire avec une plume extrêmement travaillée, eh ben allez-y et envoyez-le moi en service presse. Je le chroniquerai, promis.
Récit suivant La Comtesse sanglante de Valentine Penrose, récit qui est dans ma palle depuis plusieurs années. Ça nous conte la vie d'Erzsébet Báthory, la comtesse vampirique. J'ai été happée par cette lecture, mais déçue dans le sens où on n'est pas dans un récit de fiction, on est dans quelque chose de presque un essai historique, dans une biographie vraiment. Et ça me mettait très loin des émotions, et surtout que j'affectionne particulièrement le film avec Julie Delpy. Et je pensais que le film s'était beaucoup inspiré de cet ouvrage, et en fait non, il y a vraiment des choses très différentes. Et donc c'est pour ça que j'ai été déçue par ce roman biographie de Valentine Penrose. Mais tout de même, si vous aimez les personnages de vampires historiques, type Vlad Tepes, Erzsébet Báthory, vous apprécierez ce livre parce qu'il nous apprend plein de choses. La plume de Valentine Penrose, elle est quand même assez travaillée pour que ce soit prenant, mais j'avoue que comme je m'attendais pas à lire une biographie, même fictif, hein, tout ça, ça m'a un peu déroutée. Mais il n'empêche que c'est un classique vampirique à avoir lu, je pense. Ensuite, je vous parle du syndrome de Pan de Morgane Kossarieu, qui est une toute petite nouvelle publiée chez Livresse. Cet ouvrage mélange vampire et Peter Pan, ce qui est hyper malin. Dans la postface, Morgane nous dit qu'en fait, ce livre à la base, c'est un scénario qu'elle a écrit lorsqu'elle était en école de cinéma avec un ami à elle qui aujourd'hui est réalisateur et a réalisé un film de vampire d'ailleurs. Elle dit que le récit a été retravaillé, qu'il a connu plusieurs vies dans plusieurs anthologies. Et là, on sent toutes les thématiques chères au cœur de Morgane dans notamment sa tétralogie vampirique et ensuite dans ce qu'elle va faire avec Vertèbre et Visqueuse. Il y a le thème des enfants très dérangeants qui ne vieillissent pas et qui sont pleins de vices, la puberté, la métamorphose du corps, la gestion des émotions, de la corporalité, du rapport à l'autre. Je trouve ça extrêmement malin d'avoir mélangé le mythe de Peter Pan, qui est la première phase de Peter Pan, c'est tous les enfants grandissent sauf un, et c'est vrai que ça fonctionne bien pour un enfant vampirique. C'était glauque comme Morgane sait le faire, c'est un rapport de jeune fille qui commence à devenir pubère, il est dérangeant sur certains points, mais il est très court et trop court peut-être pour ce que je connais et ce que je lis de Morgane, mais tout de même, Peter Pan et vampire, c'est à lire et pour les fans de vampires et pour les fans de Peter Pan. Je ne sais pas si les crocs vont tenir jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous présente aussi Les filles qui ne mourraient pas de Karen Millwood Hargrave, publié chez Michel Lafon Poche et traduit par Anne Delcourt. Dans ce récit, on imagine pourquoi et comment et qui sont les épouses de Dracula. Puisque dans le Dracula de Bram Stoker, lorsque Jonathan est au château de Dracula, à un moment il rencontre les 3 épouses de Dracula. Et c'est c'est quelque chose de majeur et dans la littérature et qui a été énormément repris au cinéma et on pense forcément à la scène dans le Coppola de 92. Mais ces 3 épouses-là, qui sont-elles? D'où viennent-elles? Là, on va avoir le récit de 2 des épouses de Dracula. Nous sommes donc dans les pays slaves, dans des montagnes enneigées, en plein hiver. Nous sommes dans un camp de tziganes et nous suivons 2 sœurs jumelles, issues de ce camp. C'est le jour de leurs 17 ans et elles doivent aller rencontrer la voyante de leur communauté pour qu'elles lisent entre les lignes de leurs mains leur avenir. Et malheureusement, elles vont cueillir des champignons et lorsqu'elles reviennent, le camp a été décimé, brûlé, et elles se font capturer par des hommes qui vont les revendre dans un château d'un noble. Et là va commencer leur descente aux enfers. Et c'est un récit hyper prenant, c'est plutôt catégorisé jeunesse. Et c'est un peu ce que je regrette, c'est que ça n'aille pas plus loin et que ce ne soit pas plus gros, plus épais, parce que j'aurais adoré avoir des pages et des pages de leur vie dans ce château où au départ elles sont juste des femmes en cuisine, voilà, qui se rendent compte qu'il y a ensuite au-dessus d'elles les serveuses qui sont au bon plaisir et au bon service du noble du lieu et de ses invités. Ensuite on a un invité très spécial qui arrive, qui est envoyé par le comte qu'ils appellent le dragon par ici. Et en fait, on comprend que ce dragon, avec des légendes qui tournent autour de lui, comme quoi il tuerait des gens pour leur sang et tout, c'est Dracula ou Vlad Tepes. Ce que j'ai apprécié dans ce roman, c'est que c'était un roman inclusif. C'est-à-dire qu'on a
la représentation d'une relation saphique dans ce roman et que j'ai trouvé ça très beau. Par contre, j'ai été extrêmement déçue par la fin de ce livre parce que ça arrivait très vite. J'ai trouvé ça un petit peu malsain. L'histoire, enfin comment ça se termine sur le fait qu'elles deviennent toutes les deux des épouses, tout ça je vous spoile pas, hein, c'est vraiment le plot du livre, c'est de savoir qui sont ces épouses de Dracula et comment elles sont devenues les épouses. Mais j'ai trouvé que c'était beau, prenant. Je pense qu'on a un peu de female rage qui veut être avancé. On a des choses féministes qui sont dans l'écriture, dans la plume, dans les thématiques. Mais pour moi, ça ne va pas assez loin et c'était peut-être trop jeunesse pour moi. Mais je pense que adolescente, ou en tout cas tout début de ma 6e, lorsque j'ai découvert les romans de vampires, j'aurais adoré ce récit. Ensuite, comment ne pas vous parler de cet essai, récit de voyage qu'est Stoker et Dracula, la fabrique d'une légende, les arcanes d'une œuvre immortelle par Adrien Parti. Adrien Parti qui, rappelons-le, est le fondateur de vampirisme.com, qui est un des spécialistes français de toute la pop culture vampirique et qui avait publié il y a 3 ans déjà maintenant Vampirologie, qui est un essai hyper complet sur les vampires. Jetez-vous sur les livres d'Adrien parce que quand on est passionné de vampires, c'est hyper accessible, c'est agréable, c'est prenant, c'est référencé, c'est sérieux. Voilà, ça fait du bien. Dans ce récit qui va s'intéresser à la biographie de Stoker, à ses aux origines vraiment de Dracula, d'où ça vient, d'où il tire ça, lui en tant qu'homme de théâtre, en tant qu'homme d'affaires, comment... Voilà, qui est Bram Stoker, pourquoi on a Dracula, c'est hyper bien sourcé, enfin c'est un bon gros bébé, ce que ça a pu donner ensuite, tout ce qui en découle en fait, les descendants et descendantes de Dracula, les inspirateurs, inspiratrices aussi, voilà, il y a tout dedans et c'est formidable, et en plus c'est agrémenté d'un récit de voyage d'Adrien sur les terres en Roumanie du château de Dracula, et ben voilà, c'est prenant et on voit tout ce qui en découle aujourd'hui. Au-delà du mythe littéraire et cinématographique, on voit la machine à touristes que c'est devenu dans ces pays-là, d'avoir l'histoire du comte Dracula, le vrai faux château de Dracula, enfin c'est comme Vérone avec Roméo et Juliette quoi. Et donc c'est vraiment hyper accessible et c'est hyper référencé. Et vraiment, vous aurez envie, en lisant ce livre, de lire plein d'autres ouvrages dont vous n'avez jamais entendu parler. Et ça vous mettra, voilà, ça vous fera réfléchir à cette légende immortelle qu'est le Dracula de Stoker. Sous les recommandations de Nora Lake, j'ai lu Dot de sang de S.T. Gibson, publié chez Sabran en version française, et ça a été traduit par Isabelle Pernaut, que Nora m'a dit que en français il était meilleur qu'en anglais. Dans Dot de sang, on est aussi avec les épouses de Dracula, d'un point de vue tout à fait différent. Et j'ai énormément aimé ce récit, ça a failli être un coup de cœur, mais la dernière partie... Non merci, mais commençons par le début. Le roman s'ouvre sur une lettre à vous. Vous qui m'avez créée, vous qui m'avez faite, vous qui m'avez détruite, enfin voilà. Et en fait c'est la toute première épouse de Dracula qui s'adresse à lui tout du long du récit et qui va nous conter au début leur vie à deux, alors qu'elle est en train de mourir sur un champ de guerre. Dracula arrive et la métamorphose. Le nom de Dracula n'est jamais prononcé, hein. C'est vous, c'est mon seigneur, c'est mon maître, enfin voilà, il y a une relation d'emprise qui se met en place très vite. Et au fur et à mesure, les siècles vont passer, et donc les deux autres personnes qui vont se joindre à leur groupe vampirique vont apparaître dans le récit. Personnellement, j'ai été extrêmement touchée par la relation d'emprise décrite dans ce livre. De la part de Constanta avec Dracula, mais aussi de la part des deux autres personnes qui vont partager sa vie et la vie du maître. Parce que quand on a connu soi-même une relation d'emprise, on voit les mécanismes insidieux qui commencent à se mettre en place, c'est-à-dire qu'au début, l'autre apparaît comme le sauveur, celui qui va nous aider à nous sortir d'une situation, d'un endroit, de quelque chose qui était tragique. Il nous fait croire que sans lui, on n'est plus rien en fait, puisqu'on serait morte. C'est hyper bien pensé. Au fur et à mesure, en fait, on est enfermé dans une cage dorée, parce que là, elles ont la vie immortelle, elles sont riches, elles peuvent jouir de tous les plaisirs du monde, mais en fait, au fur et à mesure, le serpent nous enroule, nous entoure, et on ne peut plus s'échapper. Et malgré
notre envie de partir, de s'enfuir, malgré tout le mal que cette personne nous fait, tout le mal qu'elle fait autour d'elle, on ne peut pas s'enfuir, on est prisonnier et prisonnière, même si on souhaite partir, il nous retrouve toujours, enfin voilà, les relations d'emprise c'est quelque chose de très compliqué, et j'ai trouvé que dans ce roman c'était vraiment très astucieux de la part de l'autrice de mettre ça en avant avec les épouses de Dracula. J'ai vraiment adoré les thématiques du récit, j'ai adoré ce récit vampirique sur plusieurs siècles, moi c'est quelque chose qui me plaît. De toute façon, moi j'aime Entretien avec un vampire, parce que j'aime Louis lorsqu'il raconte tous ces siècles de vie, et je suis fascinée par ça. Et en plus vraiment, j'ai trouvé que le roman était tellement beau aussi, à nouveau assez inclusif sur certains points, mais à la fin, j'ai été très déçue parce que maintenant, qui dit vampire dit sulfureux, et qui dit sulfureux dit scène de subversion, de plus en plus, on est dans une échelle parfois de choses extrêmement ridicules, et la fin de ce livre, elle est très très ridicule. Si vous ne voulez rien savoir de la fin, allez plus loin dans le timecode au livre suivant, mais si vous l'avez lu, ou en tout cas si vous êtes curieux et curieuse de savoir pourquoi la fin m'a autant déçue, restez. En fait, à la fin, une fois le maître disparu, les 3 épouses de Dracula, puisque il y a 2 femmes et un homme, se séparent, puis se retrouvent X années plus tard, et en fait on tombe dans un plan à 3 qui est d'un grotesque, où ils parlent de choses hyper importantes en fait par rapport à leur relation et ce qu'elles ont vécu tout au long de ces siècles de domination. Tout ça décrit de manière hyper graphique, et en fait j'étais juste dans un porno quoi à la fin. Et c'était hyper dommage parce que je trouve que ça n'a rien à faire là. Surtout que c'est plutôt, je pense, dirigé en young adulte aussi. Et je trouve que ça n'a vraiment rien à faire là. Et c'est pas être puritaine, hein, c'est juste que... et il y a d'autres moments dans le livre où il y a des relations entre adultes qui sont bien amenées, enfin voilà, qui m'ont pas dérangé, mais là la fin c'est d'un ridicule, et c'est vraiment, on est dans une surdose de Louis, on peut être dans une surdose de sucreries, et là on est dans une surdose de choses voilà, qui n'ont absolument rien à faire, je trouve, là, pas décrites comme ça, pas avec ce type de conversation, et c'est ce que je vais reprocher parfois énormément à des récits de vampires aujourd'hui, c'est le fait d'aller de plus en plus loin dans les relations, c'est d'essayer d'être le plus choquant possible, la plus choquante possible, alors que ça sert à rien. De ce livre-là, qui est un service presse reçu de la part des éditions Lumen, Quand nous retournerons à la terre de Willy Schwab, traduit par Mathilde Tamae-Bouon et Ambeline Marchand. J'avais contacté la maison d'édition Lumen au début du mois de septembre dans le but de faire cette vidéo thématique autour des vampires, et ce livre-là, on n'a pas pu passer à côté. Vers mars l'année dernière, il a été tout de même partout, et j'avais vraiment hâte de lire. Je n'ai jamais lu Willy Schwab, voilà, j'étais vierge de toute lecture de cette autrice, et j'étais fort curieuse de savoir ce qu'elle allait faire avec le mythe des vampires, parce que quand même, j'ai de la bouteille en vampire. J'ai adoré ce roman. C'est vraiment, on n'est pas passé loin du coup de cœur, mais c'est une lecture mémorable. Enfin, c'est un beau gros bébé. Donc vous imaginez bien que là, on en a des siècles et des siècles et des siècles et des siècles et des siècles qui sont comptés. Tout ça pour ma plus grande joie. On est dans des relations saphiques en Espagne au XVe siècle, donc vraiment, il y avait tout pour me plaire. On va suivre 3 femmes qui sont chacune liées aux vampires. On a quelque chose qui est très en décalé puisque ça commence en 2019 avec une jeune femme qui s'appelle Alice, qui fait la rencontre d'une nuit d'une jeune femme qui est hyper étrange, captivante et tout. Hop, ça switch très vite et on tombe dans le passé. Et là, on a le récit d'une femme qui est mariée contre son gré à un riche seigneur en Espagne. Et on va avoir un récit d'émancipation féminine, puisque cette femme mariée va subir des rapports conjugaux forcés, la violence de son époux, la privation de liberté, et elle va se lier d'amitié avec une femme assez étrange qui ça se fait appeler la veuve. Et en fait, cette veuve-là, c'est une vampiresse qui va la métamorphoser, et ça ne se passe pas comme prévu. Et j'ai pas envie de vous en dire plus, mais j'ai trouvé que c'était un roman magnifique, qu'on y parlait d'amour et que c'était hyper touchant.
la façon dont les rapports amoureux étaient abordés. À nouveau, on a une relation d'emprise qui va être décrite, mais beaucoup plus tard dans le livre, et on se rend compte que de victimes, on peut devenir bourreau par rapport à ce qui se passe autour de nous, et si on ne soigne pas ces traumas, j'ai envie de dire, mais c'est sublime, et vraiment ce roman m'a hantée, et personnellement c'est ce que j'aimais quand j'étais ado en lisant des romans de vampires, quoi. C'était être hop dans une bulle vampirique et de suivre ces personnages, en plus d'avoir 3 époques différentes, d'avoir des points de vue différents qui arrivent au fur et à mesure du récit, puis qui se rencontrent et tout. Je savais pas exactement où on allait aller, puis au fur et à mesure, mon cerveau a fait les liens entre tout ça, mais ça reste une excellente lecture et je suis très heureuse d'avoir pu la lire, d'avoir pu découvrir ces personnages, d'avoir lu ces récits vampiriques féminins avec de la représentation, de l'inclusivité. On a quelque chose vraiment qui est dans l'émancipation féminine et dans le fait de la créature devenir le monstre, c'est aussi pouvoir possiblement prendre sa revanche, mais jusqu'à quel prix. Enfin voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, qui est en filigrane de beaucoup d'autres ouvrages très classiques du vampire, mais là aujourd'hui j'ai l'impression qu'on va plus loin et c'est très plaisant et très parlant. Et bien sûr, le roman coup de cœur de cette sélection, c'est Festin de larmes de Vincent Tassi et Morgane Cossarieu. Si vous me découvrez avec cette vidéo, bienvenue enchantée, je ne porte pas les crocs tous les jours, mais surtout, je suis une amoureuse des livres de Vincent et Morgane. Et Vincent et Morgane, quand ils écrivent ensemble, la dernière fois, c'était pour faire une parodie d'Entretien avec un vampire. J'avais adoré, parce que je suis friande des parodies. Et là, de savoir qu'ils avaient écrit un autre livre vampirique ensemble, mais de manière, entre guillemets, sérieuse, et ben j'étais très très curieuse de le lire. Surtout que là, on est sur un vampire qui ne boit pas du sang, mais qui boit d'autres fluides corporels, dont notamment les larmes. Ce livre, je l'ai adoré. C'est aussi une réécriture du mythe de Pygmalion et Galatée. Attention, âme sensible, s'abstenir. Donc si vous pensez être trop sensible, merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt. Et pour les tordus comme moi, eh bien continuons, avançons ensemble. On suit un jeune noble de la Nouvelle-Orléans, qui s'appelle Aubrey Clar. Et Aubrey a une sœur jumelle qui meurt au tout début du roman. Et en voyant sa sœur jumelle mourir, dormir, telle la belle au bois dormant, figée pour l'éternité, il commence à avoir des pulsions étranges qui naissent en lui. Pulsions qu'il va assouvir sur les statues. Voilà, d'où réécriture Pygmalion Galatée. Et une nuit apparaît un homme lors d'une séance de spiritisme, puisque c'est à la mode, à la Nouvelle-Orléans, on a tout le folklore vaudou qui est mêlé au récit vampirique, et voilà, et j'adore, et c'est tellement bien pensé, c'est tellement bien référencé en plus. À cette soirée de spiritisme apparaît le personnage de Tristan, dont on ne sait pas exactement le nom, on ne sait pas qui il est, son passé mystérieux, trouble, il y a des choses qui se disent sur lui qui sont différentes en ville, et Tristan va être la déchéance, la décadence d'Aubrey, bien qu'il ait déjà une part de lui qui soit décadente. Peut-être que le monstre réel, vampirique, ne fait que révéler le monstre qui était à l'intérieur d'Aubrey. Et c'est quelque chose que j'admire énormément chez Vincent et chez Morgane, c'est leur manière de décrire cela, à quel point l'humain est parfois pire que le vampire, en plus servi par une plume incroyable. Et Vincent et Morgane sont des spécialistes francophones du vampire, et ils le font très bien, puisque c'est un récit épistolaire, comme à la grande époque. Ça reprend notamment la manière dont est écrite le Dracula de Bram Stoker. Festin de larmes m'a tellement émue, touchée, dégoûtée, dérangée, mais j'ai trouvé ça sublime. Et en lisant ce livre, j'ai retrouvé toutes les émotions que j'avais eues quand j'étais adolescente et que j'avais découvert Les Fleurs du Mal de Baudelaire. Voilà, je ne dis que ça, mais en tout cas, je suis très contente en plus d'avoir cette édition qui maintenant est collector. Festin de larmes aborde avec subtilité et décadence le grotesque et le sublime qui peut se trouver en chacun de nous, et c'est hyper dérangeant. Par contre, c'est vraiment hyper glauque. On est habitué en fait en tant que lecteur et lectrice de vampires au fluide, voilà, j'ai envie de dire au sang et au stupre, c'est quelque chose qu'on retrouve quand même assez souvent, mais là le fait que le vampire se jette sur les yeux pour sucer les yeux et tout, voilà, ce sont des images qui dérangent, qui sont
mais qui sont fascinantes. C'est tout pour cette vidéo d'Halloween. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous aurez trouvé dans cette petite sélection vampirique faite en toute humilité. J'espère que vous aurez trouvé dans cette vidéo de quoi vous sustenter durant tout ce week-end d'Halloween. Je vous retrouve d'ailleurs dimanche pour une vidéo spéciale avec une invitée surprise. À très bientôt pour de prochaines vidéos. Et bon Halloween!